j'aime bien cette petite ambiance là. On a l'impression qu'on va se retrouver dans un salon avec des fauteuils, des beaux cigares. Eh bien non, on va parler de poker. C'est l'épisode numéro 2 de Sit and Talk et on est très content de vous retrouver. Je suis moyen content de retrouver Damien, mais bon, on va faire avec. Comment ça va, Dame? Moi, je suis toujours content de te retrouver, Ponce. Menteur. Toujours. Non, en fait, ça, je le dis que quand t'es là. Et quand il est pas là, je vais rester poli. Je vais pas finir cette phrase. En tout cas, on est hyper heureux d'accueillir notre second invité pour la seconde de Sit and Talk. Cette fois-ci, on va vraiment parler poker. Pas comme avec Harper et toi et moi. Non, mais du coup, voilà, on le voit, on aura des anecdotes un petit peu plus tournées vers le jeu. Donc, on reçoit notre nouveau Team Pro Winamax, Emilien Pitavi. Comment ça va, Emilien ? Ça va nickel, très, très heureux d'être avec vous et hâte de répondre à toutes ces questions et d'avoir un échange ensemble. On va te cuisiner, j'avais envie d'applaudir. Mais bon, Ouais, il faudrait un public peut-être pour la millième. C'était fluide, une intro extrêmement fluide de la part d'Emilien. Très propre. On est content d'accueillir Emilien parce que pour certains, peut-être qu'il est temps aussi de le présenter dans les plus grandes lignes. Un joueur qui a rejoint le team. Pour les fans de poker qui suivent le circuit, c'était une évidence et c'était the must-have, quoi, et qu'il fallait absolument accueillir aux côtés de ses coéquipiers. Pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus mystérieux, mais qui est ce jeune homme et qu'est-ce qu'il joue, où qu'il est, je le vois pas sur la fièvre, je comprends pas. C'est normal, on va parler un peu de tout ça, on va apprendre à te découvrir. On a un peu finalement la primeur là, de ça, c'est cool de l'avoir pour Sit and Talk, alors qu'avec Harper, bon voilà, on connaissait déjà toutes les anecdotes. Il a réussi à nous surprendre. Mais c'est vrai que là, on était content d'avoir ce timing, de pouvoir l'inviter, de pouvoir t'inviter d'ailleurs dès la deuxième. T'es arrivé il y a un mois dans le team, un petit peu plus. Ouais, c'est ça, ça fait tout juste un mois, juste avant les tritons à Jeju, début mars. Ok, donc juste avant les tritons, juste avant les séries. Ouais. Du coup, donc on est content de pouvoir un peu, comme tu dis, Ponce, avoir un petit peu l'exclu sur ton arrivée, sur tout ce qui s'est passé depuis 10 ans. Au terme d'un process de combien de temps, tiens, le premier contact, c'était avec Harper, justement. Ouais. C'était en mi-janvier, on va dire. Ça a pris un petit peu de temps. On a eu En 2026, c'est super rapide. C'est rapide, du coup. Ah ouais. Ouais, après, En vrai, c'est pour, rapide. Hein. Pour moi, de la manière dont j'ai vécu, c'était un peu long d'attendre dans l'incertitude. Mais oui, j'imagine que c'est rapide après en termes de process quand même. Et est-ce que c'était quelque chose dont tu te doutais que ça pouvait arriver ou que ça allait arriver, ou tu l'as appris un peu en mode j'y avais pas pensé, ça a un peu tombé comme un cheveu sur la soupe, et du coup tu l'as accueilli comment ce premier rapport avec Harper ? En fait, ça faisait 1 an que j'imaginais que j'étais un peu sous les radars. J'avais fait une interview très longue pour le site en mars. Victor ? Ouais, avec Victor, je sais plus le format, comment ça s'appelle déjà Un entretien, une interview, un portrait ? Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit que mon profil pouvait être intéressant. Mais bon, ça, on en reparlera peut-être. Mais moi, l'idée, ça a toujours été de pas trop chercher à ce que ce genre d'opportunité arrive à moi, mais juste à faire en sorte que via mes performances, via mon travail au quotidien, attirer l'œil de cette manière-là. Et du coup, c'est un truc que j'ai essayé de continuer à faire là depuis 1 an. Et j'avais un petit peu abandonné l'idée là depuis quelques mois. Je m'étais dit que voilà, la hype était un petit peu passée et ça s'était pas passé, donc tant pis. Et au final, j'ai reçu l'appel d'Harper un peu après ce que j'aurais pensé éventuellement le moment, quoi. Ok, tu t'es dit que le train était passé alors que la hype, je veux dire, elle fait que commencer, quoi. T'es quand même au début de ta carrière, finalement. Que monter, en fait. Non, c'est pas forcément que la hype était passée, c'était juste que voilà, l'année dernière, ça s'était super bien passé pour moi pendant 1 an et demi. Je commençais à jouer vraiment tous les tournois les plus chers. C'était vraiment au top du top. Et après, au final, j'ai continué à jouer ça, mais en fait, il n'y avait plus rien de nouveau puisque j'étais déjà installé. Okay. Et vu qu'il y avait peut-être eu un petit peu moins de résultats à ce moment-là, tu t'es dit peut-être que ça va retomber. Et puis, Ouais, c'est ça. Il y a eu Vegas l'année dernière où du coup j'ai fait une grosse TF. Mais après, depuis ce Vegas-là, au final, j'avais assez peu joué en live, à part au Triton, quoi. Mais ouais, c'est juste. À part au Triton. Bon, ouais, à part au festival les plus chers de la planète. Mais sinon, j'ai pas beaucoup joué. Ouais, non, voilà, c'est juste que l'année dernière, c'était, je voyais, j'ai senti la hype arriver, quoi, on va dire. Ok. Voilà. Écoute, je te propose de revenir quand même bien plus en arrière, puisqu'effectivement, pour certains, c'est une découverte avec Sit and Talk. On va un petit peu en profiter pour revenir sur ton parcours. Déjà, voilà, c'est quoi, où est-ce que tu es né, qui t'es, qu'est-ce qui se passe, c'était quoi ton histoire de vie, tes études, etc. Raconte-nous tout. Alors, moi, je suis né dans un village entre Lyon et Saint-Étienne qui s'appelle Broussieux. Faut choisir, hein, Lyon ou Saint-Étienne. T'as choisi lequel ? J'ai choisi Lyon assez rapidement, mais c'est vraiment au cœur du derby, quoi. D'accord. C'est 50-50 dans la région où je suis.
Donc, suite à ça, j'ai fait une scolarité classique, quoi, jusqu'à mes 18 ans. J'ai eu un bac S. Ensuite, j'ai fait 2 années de prépa pour préparer un concours aux grandes écoles. Pousse. Tous les top reg qu'on connaît, qu'on fait On des fait des études, bacs S. tous fait bac S, prépa, école d'ingé ou Ouais, c'est vrai. tous. Il y en a pas un qui a un parcours. Non, moi j'ai fait fac de sociaux. Ouais, moi, Voilà, j'ai fait fac de bac ES. sociaux. Bac ES, étonnamment, je pose des questions. C'est fou, c'est tout ce parcours de reg. L'appétence pour les mathématiques. L'appétence pour les Bah, maths. t'as Et pour la Pierre compétition aussi, il y a un truc de Pierre qui avait prépa. fait ça. Pierre aussi, ouais. La prépa, il y a un vrai aspect compétitif aussi qu'elle a dès les études. Ouais. Donc, Et puis je pense que ça. Non, mais ça aide aussi à la prépa. Bon, c'est vraiment hyper intense, mais ça aide aussi à avoir un esprit hyper structuré quand on en sort. Et du coup, ça sert vraiment pour le poker, quoi. Donc, je suis très heureux d'avoir fait ça. Et suite à ça, donc, j'ai intégré une école de commerce à Marseille, où j'ai passé mon master, du coup, en 3 ans, dont 2 ans en alternance. J'ai travaillé ensuite pendant 2 ans chez Vinci en tant que contrôleur de gestion. Ok. Et en fait, donc j'ai commencé à jouer au poker pendant mes années d'études à Marseille. Au fur et à mesure, j'ai gravi un petit peu les low stakes, on va dire. Et je commençais à gagner un petit peu d'argent avec le poker jusqu'au jour où je me suis dit qu'éventuellement, je pouvais en vivre. Qu'est-ce que tu appelles low stakes à l'heure d'aujourd'hui? Low stakes, c'était vraiment jouer le Big Bang, le Ah oui, ok, cocktail, d'accord. les Vraiment low 5 euros. stakes Quoi. FR, Ouais. quoi. Ok, vraiment. Et même le tout début, c'était vraiment les expressos des 1, 2 euros. Quoi. Donc c'était vraiment les low stakes. Quoi. Ok, donc tu es déjà là dans un discours de. À un moment, tu t'es rendu compte que peut-être ça pouvait être une opportunité. Mais avant ça, ta première rencontre avec le poker, déjà, c'est quoi? C'était durant un repas de famille, je devais avoir 12-13 ans. Donc là, c'est vraiment, j'ai appris les règles. Quoi. T'as joué 100 balles contre ton père? Non. Non, non, Évidemment, on ne fait pas ça en famille, ni quand on est mineur. Non, je connaissais du coup les règles. Et après, j'ai un peu joué via les apps sur Facebook à l'époque. Le Ah, Zynga. Zynga, bien sûr, exactement. évidemment. Je retrouvais plus le nom, on en a Zynga, parlé, ouais. je me Ah souvenais plus oui, du nom. évidemment. Donc j'ai fait ça. Et puis après, j'avais laissé un peu ça de côté pendant les études. Et c'est revenu du coup pendant Marseille. Quoi. Et il y a quelque chose qui t'a accroché dans ce jeu? Quelque chose qui t'a. Peut-être une qualité en toi qui s'est révélée? Ou juste un aspect du jeu, une compétition, quelque chose? Au début, c'était plus l'aspect stratégique, quoi. Le fait que en fait, j'ai assez vite compris, je pense, la notion d'avoir un edge sur les gens, d'être meilleur que le poker permettait au Mhm. final d'être meilleur que les autres, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'a tout de suite plu, le côté de développer ça. Et en fait, moi, le gros changement au début de cette découverte du poker, ça a été quand j'ai découvert une vidéo de contenu stratégique sur YouTube. À l'époque, c'était Aladin Rescala. Bien Il sûr. faisait une review Aladin. de sa fièvre, de sa win sur Je le m'en rappelle tournoi très La bien. Fièvre. C'est une série qui avait duré de nombreux épisodes, Ouais, puisqu'il c'est avait ça. gagné. Ouais. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, putain, mais tu peux vraiment t'améliorer en ayant des conseils de quelqu'un, tu peux regarder du contenu, en fait, tu as énormément de potentiel, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à dévorer du contenu, et voilà, c'était Bah, le début. Ça tombe bien, c'était justement un point qui va forcément beaucoup nous intéresser dans cette discussion. C'est comment est-ce que tu as progressé, comment est-ce que tu as travaillé. Donc, c'est en fait là, tu mets un premier doigt dans ce côté travailler son jeu. Est-ce que ça, c'est déjà un aspect, un bloc du jeu qui te passionne? J'ai envie d'imaginer que oui. Ouais, de toute façon, au début, c'est vraiment là où j'ai senti que tu pouvais progresser à vitesse grand V, parce que surtout quand tu joues ces stakes-là, genre les low stakes, la plupart des gens, ils viennent là pour se faire kiffer, et ils vont pas forcément avoir regardé des vidéos avant. Bien Et donc, sûr. en fait, à partir du moment où tu as accès à ce contenu, tu progresses extrêmement vite, quoi. Et ça, tu trouvais ça jouissif, quoi, en gros. Ouais. Et tout de suite, je me suis rendu compte que du coup, si tu arrivais à dominer les mecs sur les 2-5 euros, ça allait te permettre de gagner de l'argent et d'aller pouvoir jouer plus cher. En fait, j'ai toujours eu cette approche de progression continue, Mhm. de vouloir jouer plus cher tout le temps, progresser, permettre de battre les nouvelles limites pour pouvoir aller step up et jouer des limites plus chères par la suite. Ok, oui, parce que. Mais du coup, tu pensais à ça dans un aspect purement compétitif ou tu avais aussi au début un peu l'aspect financier qui pouvait aussi te procurer un peu d'adrénaline ou quelque chose comme ça, ou c'était vraiment un aspect très compétitif du jeu et tu t'es dit c'est un jeu, en fait on peut faire que progresser et que battle les meilleurs de jour en jour. C'était un peu des deux, parce que au final, quand tu es au début, surtout quand tu es étudiant, ça peut vite faire un super complément de revenus quand tu arrives à en tirer des profits
assez régulier, même si c'est très très modeste au début, mais ça permettait un peu d'arrondir les fins de mois, quoi. Et après, par contre, bah, ouais, le but du truc, c'était vraiment de me dire, bah, je vais jouer de plus en plus cher. Et c'est là où l'impact financier aurait commencé à devenir intéressant. Mais au début, j'étais pas vraiment dans cette réflexion-là, quoi. C'était des points, quoi. Tu jouais presque à Voilà, c'est un ça. jeu. Ouais. Ouais. Là où, effectivement, les récréatifs, au début, quand tu joues, c'est vrai que tu te dépenses presque l'argent pour t'amuser, en fait. Toi, t'es là, Ouais. bon, bah vas-y, ça, je Oui, le et puis mets. souvent, tu vas être attiré par le même, sans se mettre en danger, tu vas être attiré par le tournoi avec la grosse garantie, où tu vas pouvoir vibrer sur ta soirée, où tu joues une fois par mois. Et t'es là, putain, tu vas vibrer, je peux gagner 3000 balles sur ce tournoi à 5 euros, c'est incroyable. Toi, tu as toujours eu cette démarche de progression, Mm. même si ça reste une passion, parce que du coup, tu y as pris du plaisir très vite, tu avais vraiment un truc de Ah, mais objectif progresser, quoi. on a déjà un élément qui va être intéressant pour plus tard, c'est que tu dis, tu as toujours eu cette envie de gravir un échelon, et là, on a l'impression, nous, que tu es au dernier étage, quoi. Que tu es sur le rooftop, là même, du poker. Quand tu joues les tritons, quand tu joues les. Non, là, il est dans l'escalier, je suis sûr, il est dans l'escalier pour le rooftop, là. Ouais, en gros, moi, Là, il est dans l'escalier, là. je me dis souvent un truc, c'est que on va dire que je me suis un peu assis à cette table-là. Ouais. Bah, maintenant, l'idée, c'est de manger, quoi. Ok, j'aime bien l'image aussi. L'image est cool. Mais un truc qui était intéressant, c'est le truc des points dont tu parlais. Ouais. Ça, c'est un truc que j'essaye vraiment déjà pour moi, essayer de me déconnecter un peu de cette notion d'argent. Et surtout, quand j'en parle un peu à mes proches, à mon entourage, j'essaie vraiment de faire voir le poker en tant que sport mental. Et donc, que tout ce qui est argent, essayer qu'ils considèrent ça comme des points et non pas comme du réel argent qui est en Ah. dehors, quoi. C'est la question que j'avais posée. T'as des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur, ouais. Ok, bah savoir, voilà, comment est-ce que toi, dans ton environnement immédiat, familial, ça a été perçu par rapport au milieu d'où tu viens et dans lequel tu évolues maintenant, comment est-ce que tu réussis déjà à équilibrer ça, parce qu'il faut garder un équilibre de vie, et à justifier un petit peu ce que tu fais? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, ça a pas mal évolué tout au long de ma carrière. Au début, je pense que forcément, ils ont un peu la même réaction que tout le monde. C'est un peu inquiétant, surtout que je passais beaucoup de temps à jouer au poker. Ça peut être inquiétant de se dire que bah, voilà, on développe peut-être des comportements bizarres, de toujours jouer surtout le tard le soir, etc. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu ce truc de me dire que voilà, c'était une passion et qu'il fallait aussi arriver à se mettre des barrières, quoi. Et en fait, ce qui a pas mal changé avec le temps, c'est au fur et à mesure qu'ils m'ont vu dans ma progression. Et je pense qu'une grosse étape, ça a été de commencer à me voir jouer les tournois en live, par exemple, avec les streams, etc. Là, ils ont compris le côté un peu professionnel Ouais. vraiment du poker. C'est vraiment à ce moment-là que ça a été concret. Puis, il y a eu les articles aussi, Winamax, Bien sûr. tout ça, ils ont commencé à comprendre que bah voilà, c'était ce côté sportif dont je parlais. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, quoi. Ouais, ton statut quelque part à la table quand tu arrives sur un tournoi live où tu es présenté immédiatement comme attention, lui c'est le joueur professionnel par opposition aux joueurs qui sont un peu récréatifs. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, j'imagine que c'est bon. La Ouais, aujourd'hui, ça. Là, le cap est passé, quoi. Ouais, d'ailleurs, Ils sont rassurés. ça, c'est vraiment un des trucs qui est bien cool avec les tournois en live, c'est que, bah, notamment, je pense au Triton par exemple, où il y a vraiment une app qui est super développée pour pouvoir Ouais. suivre en temps Ouais. réel les stacks et tout. Et je sais que mes proches, ils suivent beaucoup ça et du coup, c'est vraiment kiffant Ouais, et puis, du de les avoir derrière. Ça rend compte de quelque chose de très professionnel aussi. Ouais, Il carrément. y a vraiment un aspect de. Putain, ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement sérieux ce qui se passe. Mm. C'est pas juste, il va jouer aux cartes avec ses potes Ouais. le dimanche matin, quoi. Après, il y a quand même écrit 100 quand 000 même écrit- euros. Il y a écrit 100K. Il y a 100 000 écrit euros, t'as 100K. avec 100 000 à gagner. Non, prix d'entrée. Ah, ok, bon, ok. Bon, effectivement, on allait vite. Donc, du coup, on peut se dire que ce premier déclic sur la progression, tu l'as eu donc avec ces vidéos d'Aladin, ça c'est quand même très rigolo. Est-ce que, notamment, on va parler de ta progression. Je pense que c'est moi, en tout cas, le sujet qui m'intéresse le plus. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose où une erreur que tu as faite pendant longtemps dans ta progression quand tu étais à ce niveau de l'Ostex où tu avais compris que tu avais un edge? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te souviens qui pourrait peut-être être quelque chose qui t'a un petit peu retenu, qui t'a freiné, voilà, une erreur classique? Parce qu'on va essayer aussi de donner du pain et des miettes à ceux qui nous regardent pour progresser eux aussi. Bah, je pense que c'est très clair, c'est le fait de ne pas m'être entouré directement. Mais c'est aussi quelque chose qui est très dur à faire quand on commence le poker, surtout quand on n'est pas issu d'un entourage. Enfin, moi, j'avais personne qui joue au poker dans mon entourage proche. Et même après, quand j'étais en études et que j'ai découvert ce jeu,
j'étais juste, je jouais et je travaillais mon jeu quand j'étais dans ma chambre. Limite personne le savait et j'en parlais pas forcément, quoi. Donc en fait, le vrai déclic, ça a été quand j'ai commencé à être sur des groupes Discord, où on peut, parler, stratégie avec d'autres, OK. gens qui sont pas passionnés par le jeu. Les fameux groupes Discord. Ouais, ouais. Exactement. Et ouais, et donc il y a ça et puis après il y a aussi le fait de plus tard j'ai pris du coaching, mais ça c'est pas forcément un truc que je recommanderais dès le début, mais c'est important aussi d'avoir un feedback de joueurs qui sont meilleurs que nous. Mais ça, ouais, la manière la plus simple de le faire au début, c'est de vraiment s'entourer d'un groupe de travail. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que voilà, l'erreur, ce serait de rester un petit peu trop isolé, Ouais, ça carrément. peut Mais vous ralentir. Mais c'est dur aussi de réussir à trouver, sûr. c'est Exactement. ça qui est compliqué quand tu débutes. Déjà d'avoir la clairvoyance de se dire: «Bon, j'ai atteint un certain seuil ou un certain niveau», ne pas se voir trop beau ou ne pas se voir trop nul et réussir à s'entourer de gens et savoir accueillir quand on va te dire: «Ouais, non, là, ce que tu fais, c'est à chier, quoi». Bah, je crois c'est C'est quoi? au On début, c'est dit ce qu'il y a de plus dur, on quoi. dit souvent que seul, on travaille plus vite, mais qu'à plusieurs, on va plus loin. Je Ouais, crois que c'est c'est ça ça. l'idée et effectivement, Je pense alors que pour le poker, c'est très vrai, je pense. et on avait une question un petit peu dans ce genre-là, c'était, ce qui compte le plus finalement là, quand tu regardes dans le rétro, peut-être pas pour le niveau où tu es aujourd'hui, mais pour cette progression que tu as eue qui était un peu fulgurante, est-ce que c'est le volume? Est-ce que c'est le niveau justement des partenaires de travail, ce dont tu parlais? Est-ce que c'est les coachings? Est-ce que c'est le mindset? Est-ce que c'est, voilà le quel est le finalement l'élément? Donc toi, tu tendrais peut-être vers les partenaires de travail? Alors, je pense que c'est plusieurs choses qui vont ensemble. Je pense que le point numéro un, c'est de jouer. On en parlait hier en stream avec, Damien. Si tu, en fait, tu vas forcément acquérir des patterns, arriver à mieux comprendre ce qui se fait aux tables ou pas, plus tu vas faire du volume. Mais le problème, c'est qu'il faut faire un volume intelligent, on va dire, Ouais. dans le sens où si tu fais du volume mais que tu as jamais de feedback de la part de personne, bah, en fait, tu vas peut-être développer des mauvaises habitudes et tu vas jamais pouvoir les régler puisque tu auras personne qui va te dire que ce que tu fais, c'est de la merde. Donc le vrai truc pour moi, c'est de faire du volume et d'avoir un groupe de travail où tu peux échanger après sur des mains que tu as jouées et voir si ce que tu as fait c'était OK ou pas et pourquoi. Donc faire du volume et garder des mains qui te semblent, clés ou voilà, qui te Ouais. paraissent être importantes Au début, à c'est juste ça, hein, honnêtement. Bon, après, tu as t'as des outils maintenant de plus en plus poussés, de plus en plus accessibles avec les solvers, où bien sûr, ça va t'aider. Si tu n'as pas forcément un feedback de quelqu'un de proche, tu peux aussi avoir du feedback via les solvers. Mais le truc le plus simple et le plus fun aussi, bah, c'est de C'est de s'entourer, quoi. partager, quoi. Puis en vrai, Ouais. aujourd'hui, je pense que je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais ça reste un jeu du coup, de data. Mm. Et en fait, comme tu dis, tu vas avoir enfin, certes, il y a le solver qui va te dire le jeu parfait, c'est ci, c'est ça, mais il y a aussi ce qui se passe dans la vie réelle et les tendances de ce qui se passe sur telle ou telle limite. Se dire, bon, bah là, je vois que cette mise sur tel board, telle position où il se passe tout le temps ça, la GTO fait tout le temps l'inverse, mais du coup, moi, je vais m'adapter comme ça, quoi. Ouais. Et toi, aujourd'hui, du coup, aux limites auxquelles tu joues, où du coup, bah, tu affrontes les meilleurs joueurs de la Terre, pour certains, du coup, à quel endroit tu vas placer les exploitations dans ton jeu? Moi, c'est un truc qui m'intéresse à ces stakes-là. À quel moment on va réussir encore avec des gens qui jouent pratiquement parfaitement, même si personne ne le fait, mais dans l'idée, c'est ça. Où est-ce que tu vas réussir à trouver des petits axes d'exploitation sur ces joueurs-là, que ce soit en live ou Triton, ou même quand tu joues les 500 des séries, par exemple, tu vois? Ouais, bah, en fait, tout ça, ça dépend, beaucoup des stakes. J'ai parlé, directement des solvers, là, quand on parlait de progression, mais c'est pas un truc sur lequel je vous orienterais si vous jouez vraiment en micro ou même en low stakes, parce que ça sert à rien concrètement. C'est bien d'avoir une idée de comment ça fonctionne la théorie, mais sur ces stakes-là, personne ne joue proche théorie. Donc le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est de jouer, très exploitant en fonction de ce qu'on pense de notre field. Bien sûr, ça va beaucoup changer plus, on avance dans les stakes et plus on joue contre des joueurs qui sont de plus en plus forts. Mais même aujourd'hui, comme tu dis, même sur les tournois les plus chers, il y a encore tout le monde qui fait des erreurs. C'est un jeu qui est extrêmement complexe. Donc le but, c'est certes, il y a moins de lignes où les joueurs vont faire des erreurs. Il y a des lignes où tout le monde connaît à peu près comment ça fonctionne et va jouer assez proche de la GTO. Mais tu en as encore qui sont sous-étudiés, des lignes, et c'est là où tu vas pouvoir développer un edge si tu connais les tendances de ta population. Ok, et toi, du coup, pour revenir à la progression dont parlait Ponce tout à l'heure, où est-ce que tu situes l'importance de ta progression? Est-ce que ta progression a été aussi, elle a quand même été pas fulgurante, parce que tu joues quand même depuis un moment, mais elle a quand même été extrêmement rapide. Atteindre ces stakes-là à ton âge et depuis longtemps que tu joues, c'est fou. Où est-ce que tu places l'importance de la GTO? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ta connaissance théorique est plus importante que le fait que tu connaisses extrêmement bien les tendances de population et l'exploitation des fields, etc. Où est-ce que tu situes l'importance des deux?
Ou est-ce que l'un ne va pas sans l'autre aussi? Bah, en fait, pour moi, ce débat-là, ça veut tout et rien dire parce que pour moi, c'est deux facettes qui vont complètement ensemble, en fait. Tu peux pas penser à exploitation. Mais en fait, si tu dis tu joues exploitant, c'est quoi? C'est que tu vas dévier de la théorie. Ouais. Donc, Donc, tu la forcément, connais. c'est que tu connais la théorie, quoi. Ouais. Donc, Et pour moi, si tu ça veut exploites, c'est tout que rien tu dire. connais aussi les fields que tu affrontes, et donc au final, tu connais les tendances, et donc Voilà, c'est forcément. ça. Après, tu as des joueurs. En fait, quand on dit le joueur est meilleur d'un point de vue exploitant, c'est que juste il connaît plus les tendances de son field. Il sait où les joueurs vont dévier. C'est pas forcément qu'il arrive à mieux s'adapter à la théorie que quelqu'un d'autre, quoi. Mais est-ce que du coup, trop travailler l'un peut nuire à la qualité de l'autre ou pas? Parce que je pense que c'est ça aussi qu'on peut avoir comme image. Et cette question, elle peut aussi s'appliquer au field que tu affrontes. C'est-à-dire qu'à force de jouer contre des joueurs, si admettons, demain tu jouais, parce qu'il faut pas oublier que les Tritons, il n'y a pas que des joueurs GTO, il y a aussi cette part de joueurs Joueurs VIP, ouais. récréatifs, les VIP. Mais si demain tu affrontais 9 joueurs qui jouent tous GTO parfaitement, est-ce que du coup, pour forcément croiser le fer avec eux, tu serais un petit peu obligé de jouer toi-même GTO? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça nuirait à tes qualités d'adaptation et à ta qualité d'exploitation? Ou est-ce que, comme tu le dis, les deux vont ensemble et au final, travailler sur un tableau te fait forcément travailler sur l'autre en même temps? Alors, en fait, pour moi, si tu dis que tu es un joueur exploitant, c'est un peu forcément, c'est un peu se surestimer, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que tu connais déjà parfaitement la GTO et que donc maintenant, tu vas dévier par rapport à ce que tu sais exactement de la GTO. Mm. Aujourd'hui, on est dans un jeu qui est extrêmement complexe et t'as encore, c'est quasiment impossible de jouer parfaitement. Donc, moi, je dirais plutôt qu'il faut orienter la plupart de son travail d'un point de vue théorique, puisque c'est la manière la plus simple de le faire et c'est ce qui va te permettre de jouer un jeu le plus propre possible. Ouais. Après, il y a certains cas, évidemment, quand tu joues contre des amateurs, des récréatifs qui vont être assez éloignés de la théorie, là, tu peux prendre des lignes qui sont assez éloignées de ce que tu verrais dans un solver. Mais quand on parle des tables les plus chères du monde, avec la plupart des meilleurs joueurs du monde, c'est des trucs que tu peux quasiment plus faire. Donc en fait, le seul moyen de gagner un edge sur eux, c'est quasiment de juste mieux maîtriser la théorie que quoi. Mais tu préfères quoi, toi? Tu préfères jouer les meilleurs joueurs du monde ou tu préfères jouer un tournoi avec des amateurs que tu vas complètement crush? On a l'impression que tu préfères, quand on parlait de points tout à l'heure, c'est qu'en fait, la rentabilité financière que tu vas avoir sur un tournoi, on dirait ça arrive en deuxième ou en troisième pour toi, quoi. Ouais, clairement, ça c'est aussi un truc Il est fou, qui il est maso, en fait. illustre un peu mon parcours. Ouais. Non, c'est vraiment dans quoi je prends le plus de plaisir dans le poker actuel, c'est vraiment cet aspect compétition, aller se frotter au meilleur. Comme je disais, voilà, s'asseoir à leur table et maintenant essayer de faire mieux que m'asseoir, quoi. J'ai envie de gagner des titres contre eux, quoi. Et pourquoi je dis que ça reflète un peu mon portrait, c'est que je me retrouve très bien dans ce que tu disais au tout début dans la présentation, le fait que tu as d'un côté les réguliers qui vont très bien me connaître parce qu'ils suivent ce genre de tournoi, et de l'autre côté des joueurs un peu plus grand public, un peu plus récréatifs, qui connaissent même pas forcément mon nom, parce qu'en fait j'ai jamais joué le circuit français, Le Lost circuit Stakes. mainstream, quoi. C'est ça. Vu que je suis issu du online, je suis rentré directement sur la scène live par les High Stakes. Mes premiers gros festivals, ça a été directement les Bahamas, etc. Donc c'est pour ça, c'est brag. ce qui explique, je pense, le Attends, décalage entre. Mais tu vas me confirmer ou infirmer cette information, mais je crois que l'année dernière, je sais pas si c'était l'année dernière, tu as fait Vegas, mais t'es pas resté pour le main. Non. Parce que bon, après c'est un peu différent. C'est fou, juste ça. que il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées pendant mon année. C'était assez éprouvant T'es en physiquement, burn-out un petit mentalement. peu. Et ouais, on avait pas mal discuté avec ma femme. On avait décidé de juste raccourcir un peu le séjour, quoi. En sacrifiant le main. Le big one. C'est ça. En fait, Non, mais c'est génial. Je trouve que c'est une illustration très forte. En peu de mots, ça résume vachement ton approche finalement du live et du circuit et du poker plus globalement, quoi. surtout que j'aurais pu choisir de faire le main l'année dernière, mais ça aurait été au détriment Des high rollers. C'est ça. Parce qu'en fait, le programme des WSOP, il est fait de telle sorte que toute la première partie, c'est un peu les 2 semaines high roller. Oui, ouais. Et la fin, c'est axé Ok. autour du main et c'est des tournois un peu moins chers. Moi, j'ai fait le choix de focaliser sur les high rollers du début et de miss le main à la place, quoi. C'est un choix. C'est un choix, c'est un problème qu'on aimerait bien tous avoir. Non, mais c'est ce qu'on disait, c'est que du coup, toi, tu as vraiment une approche de ce jeu. D'un côté, il y a ceux qui vont avoir un côté de vouloir crush leur field absolument, peu importe ce qu'ils vont jouer, et avoir une certaine rentabilité. Toi, ta vision du jeu, tu vois ça comme
comme une pratique de haut niveau. Je sais pas si on peut dire sport, mais en tout cas pour toi c'est une pratique de haut niveau. Complètement. Le but c'est d'aller se fighter contre les meilleurs sur les plus belles tables du monde, que ce soit online par exemple sur les Winner Series ou sur les Tritons et les HR de Vegas. Et c'est aussi ça qui fait vivre c'est aussi ça qui nous fait rêver d'un côté. Ouais, puis c'est cette mentalité-là qu'on retrouve chez. On en a parlé au dernier épisode avec Harper, chez ce qu'il appelle les hyper champions du team. Adrian, Joao, Mustapha également. C'est cette mentalité-là. Au final, ils jouent pour la beauté du jeu, mais la beauté du jeu, c'est d'affronter les meilleurs et d'essayer de. Mais juste la reconnaissance, c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose qui te flatte, c'est quelque chose après lequel tu cours, ou au final tu t'en fiches complètement. La reconnaissance de tes pairs, la reconnaissance de tous les amateurs de poker. C'est sûr que c'est quelque chose qui fait toujours extrêmement plaisir. C'est d'ailleurs ce que je cite quand on me demande qu'est-ce que ça représente pour toi le fait d'avoir rejoint le team Winamax. Pour moi, la première chose, si je pense personnellement, ça représente justement cette reconnaissance vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de mon travail et des performances qui ont été achevées ces dernières années. Donc c'est quelque chose dont je suis très fier. Mais comme je disais juste avant, la reconnaissance, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à forcer en fait. J'ai vraiment toujours considéré que si tu faisais bien les choses dans ton quotidien, que tu développais ton niveau de jeu et que tu avais des performances, forcément cette reconnaissance elle allait arriver directement quoi. Plutôt que je suis pas trop passé par la case stream, vlog, etc. Ça c'est pas quelque chose que j'ai développé du tout quoi. Ok, Oui, pas grand chose à prouver. tu es juste allé à l'huile de coude, quoi. À l'huile de coude, on s'est retroussé les manches, on a essayé de devenir le meilleur joueur possible. Ouais. Et tu vas continuer de le faire et de progresser, mais tu t'es dit, ça sera juste à la force de mes compétences et de mon cerveau plus que de mon image, quoi. Exactement. Mais par contre, aujourd'hui d'ailleurs, parce que maintenant qu'on est là, qu'on est Team Pro Wina, qu'on va avoir le W sur l'épaule et sur le torse pendant quelques années peut-être, est-ce que tu appréhendes un petit peu du coup ce côté aujourd'hui où tu vas devoir un peu plus te mettre en avant, développer ton image, du coup faire des streams, peut-être du coup maintenant on a faire des petits contenus short avec Bonjour Baptiste qui va vous suivre tout l'été à Vegas. Comment tu vois cette vision du coup du côté Team Pro où certes il y a la performance qui est primordiale, mais il y a aussi un pan, on peut dire d'influence aujourd'hui du coup qui incombe à être ambassadeur d'une marque. Ça, c'était un peu la suite de ma phrase. Au final, c'est vrai que c'est jamais quelque chose que j'ai cherché à développer, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de mes obligations contractuelles, tout simplement. Et c'est quelque chose auquel je suis préparé. C'est pas ce à quoi je vais prendre le plus de plaisir à faire, parce que, comme je disais, moi, la chose qui me fait le plus plaisir dans le poker, c'est vraiment de fight avec les meilleurs, le côté performance, excellence, tout ça. Mais c'est aussi quelque chose auquel que j'aime bien faire. Ça me dérange pas du tout. Hier, on était en stream, j'ai pris beaucoup de plaisir à stream, à répondre aux questions, à avoir ce côté interactif. Parce que c'était moi et pas Ponce PC. Exactement, je pense. C'est vrai. Et j'ai aussi hâte d'aller sur les événements Wina, justement à la rencontre de la communauté, parce que comme je disais juste avant, j'ai jamais été vraiment à la rencontre de cette communauté sur le circuit français, quoi. Ouais, tu vois ça comme un challenge supplémentaire, j'ai l'impression en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose que de toute façon je dois faire. Et je dois le faire du mieux possible pour la marque. C'est parce qu'il y a ce côté fierté pour moi d'avoir rejoint Winamax. Mais la deuxième chose qui apparaît assez rapidement, c'est le côté responsabilité vis-à-vis d'une marque. Et ça, je dois cette responsabilité, elle s'applique au fait de devoir être irréprochable et de devoir aller au contact de la J'entends les communauté. mains de Stéphane qui se frottent là quelque Oui, part. parce que du coup, tu as aussi envie de J'entends. faire bien, du coup. Ouais, Et c'est pas juste être là pour être là, tu as aussi envie de le. Mais est-ce que du coup, ce que je comprends, c'est que ça y a quand même un côté très. Du coup, c'est contractuel et il faut le faire, on va le faire. Mais est-ce que tu te laisses aussi la porte ouverte à se dire, putain, en fait, ça se trouve, je vais adorer le faire, quoi. Adorer aller tourner un Reels avec Bonjour Baptiste, faire un stream une fois de temps en temps. Tu vois, est-ce que tu laisses la porte ouverte? En fait, ça se trouve, tu vas prendre beaucoup de plaisir à le faire. Complètement. Tu vois, la semaine dernière, je disais régulièrement à ma femme, putain, mais en fait, je crois que j'ai hâte d'être à Paris la semaine prochaine. Je pense que ça va être cool de parler avec des nouvelles personnes, d'aller en stream, tout ça. Et hier, la première réaction que j'ai eue après le stream, j'étais épuisé parce que Ouais. je me rendais pas compte à C'est quel point fatigant, ouais. c'est fatigant. Mais je lui ai dit, mais c'était trop cool. Par contre, j'ai passé un trop Ouais. bon moment. Donc, ouais, ravi. Comme ton Top. copain Pierre, hein, mais ça on va en parler après de Pierre. Mais d'abord, juste on peut terminer sur ta progression. Déjà, c'est quoi ta routine actuelle hors déplacement sur une semaine, la routine et l'équipe que tu vas faire entre le travail à la table, hors table, mental, peut-être sportif.
Raconte-nous un peu comment c'est une semaine Emilien puis ta vie. Bah, en fait, ça devient de plus en plus dur d'avoir des routines, justement, parce qu'il y a de plus en plus de live. Donc, comme je disais à Damien hier en stream, en fait, quand tu es en live, tu perds complètement tes. C'est très difficile de garder ses habitudes de travail habituelles. Donc, quand je suis en live, le but, c'est vraiment de garder une bonne hygiène de vie, un peu de sport, bien manger, bien dormir, tout simplement. Et si j'ai du temps, essayer de travailler un petit peu mon jeu, mais c'est assez compliqué. Et après, par contre, quand je suis à la maison, c'est aussi pour ça que j'hésite pas à faire à skip des gros lives. Typiquement, les EPT, j'y vais quasiment pas, parce que je veux quand même avoir une grande période de l'année à la maison où je suis vraiment dans le labo, quoi, où je bosse vraiment en profondeur. Dans la salle du temps. Exactement. Ouais. Et là, je garde toujours ce côté hygiène de travail, hygiène de vie. Je pense que c'est important de continuer à faire du sport quand on est à la maison, etc. Mais la plupart de mes journées, c'est vraiment de travailler hors des tables et le soir, avoir un grind online qui me permet de garder un visu sur ce qui se fait chez ma population et d'acquérir des mains sur lesquelles je pourrais travailler par la suite. Mais tu vois, juste l'approche, c'est, tu vois, là, on grind pas pour aller gagner un tournoi, on grind parce que c'est le travail, quoi. Parce que j'ai besoin d'avoir des J'ai ingrédients besoin- pour mon labo. Exactement. Sinon il faut que je puisse C'est- disséquer mes Tu grenouilles. sais, je le vois vraiment avec des petites fioles. On va ça faire, ouais. Fioles et des mains dedans, là. C'est Frankenstein en fait, Emilien. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit waouh, je suis en train d'apprendre un truc de ouf là? Est-ce que tu te souviens quelque chose ou une période où tu t'es dit tiens, là je viens de progresser? Parce qu'à ton niveau, on se dit que c'est à la virgule, les pourcentages que tu vas aller chercher, évidemment, c'est tout petit. Tiens, je vais faire une réponse un peu originale. Au final, c'est pas quelque chose de technique. C'est que j'ai commencé à travailler avec Stéphane, du coup, Matteux, d'un point de vue mental. Et on a eu 2 sessions. Et moi, j'ai toujours été dans l'approche de pas trop me faire coacher mentalement parce que justement, je voulais focus ma progression sur le travail technique. Mais là, à travers 2 sessions avec Stéphane, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des choses clairement à améliorer chez moi d'un point de vue mental. J'ai hâte de continuer cette relation avec lui sur le long terme. Ok, donc c'est le coaching mental de Steph. C'est intéressant parce que du coup, c'est ce que tu dis, c'est qu'au final, est-ce que du coup, les petits pourcentages que tu peux gratter, Ouais. est-ce que tu vas forcément les gratter du côté technique ou juste Ouais. du côté de putain, à ce moment-là, je vais plus jouer mon A-game pendant 1 heure de plus que les autres. Ouais. Et peut-être que ce Ça, petit c'était truc-là. Joao qui racontait exactement ça dans un séminaire où face au team, il disait moi, je laisse mes adversaires du lendemain faire 3 ou 4 heures de plus sur les solvers GTO. Moi, je vais en profiter pour dormir, me lever plus tôt, me préparer un bon repas équilibré et faire un peu de sport. Et du coup, à 1h du matin, je vais les défoncer. Alors qu'eux, ils connaîtront peut-être mieux les spots GTO sur le papier. Mais Mais c'est- voilà, sacrifier quelques petits pourcentages d'edge technique pour prendre 5 ou 10% ailleurs. Et c'est Pierre qui parlait bien de ça, de Joao, Pierre disait que c'était le gars qui l'impressionnait le plus. En fait, c'était et Adrien est un peu comme ça aussi, l'un des gars qui réussit sur 12 heures. Et pendant 12 heures, Ouais, arrête. Il est- plus quoi. il est là pendant 12 Ouais. heures. Ouais. quoi. Il n'y a pas un moment où il va regarder ailleurs, il y a une mouche qui va voler. Pendant 12 heures, il y a un coup, Mm. c'est ce qui se passe à table. Il est là tout le temps. Et je pense que c'est aussi, ça fait partie des petits ingrédients en plus où quand tu arrives à être full concentré à une table de poker pendant autant de temps, tu vas aller choper des infos que d'autres n'ont pas. Et du coup, est-ce que toi, aujourd'hui en live, tu réussis à. Parce que du coup, c'est quand même un jeu différent du online. Du coup, il se passe plein de choses à table, tu peux accumuler plus d'informations. Comment tu gères ce truc, toi, en live, qui plutôt, du coup, à la base, est un joueur, vraiment un pur joueur online à la base, quoi. Comment tu arrives à gratter ça, quoi? C'est clairement le genre de choses sur lequel il faut que je progresse dans les semaines, dans les mois à venir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais très heureux de rejoindre le team Winamax. Parce qu'il y a des joueurs, des profils dans le team qui ont énormément à m'apprendre sur tous ces aspects-là. Donc ouais, là, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, le côté concentration pendant 12 heures à une table, c'est clairement un truc que je suis incapable de faire à l'heure Ah oui, actuelle. aujourd'hui, tu sais que c'est un leak. Surtout quand clairement, je sais que j'ai énormément à apprendre là-dessus. Surtout quand tu viens du online, en fait, où tu es toujours stimulé, tu as toujours ça des aussi, clics à ouais. faire de partout, tu as tes 10 tables, etc. En live au début, c'est pour ça que j'aimais pas trop le live à la base, c'est que Tu t'ennuyais au début? C'est long. je me faisais chier quoi, concrètement. Mais après, tu apprends à aimer ça. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont faites pour accélérer le jeu en live, donc ça va très Oui. vite. Les dealers sont super forts. Il y a les time banks, etc. Surtout sur les tritons. quoi, Surtout sur les vraiment. tritons, qui Sur- sont littéralement ouais, des sur les floors. tritons, donc, c'est des floors des meilleurs tournois. C'est les meilleurs tournois du monde.
on prend les flores, on les met sur les tritons. Voilà. Ouais. Ouais, ça c'est incroyable. Et mais du coup, ça rend la chose plus facile, mais je sens encore que peut-être aujourd'hui, je suis peut-être concentré à mon max, peut-être 30% dans la journée, je dis n'importe quoi. Mais en soi, après, ton premier festival Triton, c'est quoi? C'est fin 2024? C'est fin 2024, exactement. Au final, ça reste encore quelque chose de relativement récent par rapport à ta carrière, quoi. 1 an et demi, c'est pas non plus. T'as pas joué 500 tournois dans ta vie, quoi. Ouais, je sais pas combien j'ai joué de tournois, mais je me suis vraiment mis au live à partir de fin 2023, du coup. Comme je disais, ma première vraie porte d'entrée, ça a été les Bahamas, WSOP Les Bahamas, la première édition. Mhm. Mais ouais, du coup, ça fait 3 ans, quoi, même pas. Et comme je disais, je joue pas les EPT, donc en fait, l'échantillon, il est quand même T'en très, vois très beaucoup faible. moins de volume que d'autres joueurs, quoi. Ouais, complètement. On parlait d'ascension fulgurante, la période où tu as eu cette montée en puissance, c'était pendant le Covid, non? Je sais plus. Ouais, je me suis installé à Malte en professionnel janvier 2021 parce que du coup ça s'était bien passé pendant le Covid. Et ouais, du Pendant coup le ça fait Covid, 5 tu ans. travaillais plus? Si, j'avais toujours un travail. En fait, j'ai eu mon emploi en tant que contrôleur de gestion jusqu'au dernier jour où je suis parti pour Malte, quoi. D'accord, D'accord. mais tu étais quand même beaucoup Ah ouais. à la maison, tu pouvais grind le soir, c'était des conditions un peu particulières aussi. C'était surtout que je dormais quasiment pas, quoi. Au final, j'enchaînais le boulot la journée et après les sessions jusqu'à 1h, 2h et je faisais des nuits de 3-4 heures, quoi. D'accord. Waouh. Ouais, il y a eu une période de 6 Ça, mois, c'est 1 an où je dormais vraiment pas, quoi. Enfin, vraiment pas beaucoup. Et tu fais une grosse perf sur Wina, tu fais 3e d'un 5 millions ou 3 millions? Ouais, alors ça, c'est beaucoup plus tard. Ouais. 3e million event? du 3, non, du 3 3 millions. millions, 3 millions Ah ouais, event. non, c'est beaucoup plus tard. Ouais, ça. Ça, c'est en 2024. C'est avec Louis- c'est avec- 2024. C'est avec Louise Honneur. Avec Louise Honneur dont on C'est parlait. avec Louise Honneur. Louis Honneur, qu'on salue, notre héros. Ok, donc c'est beaucoup plus tard. Mais t'as d'autres perfs comme ça sur Wina à ton actif? J'ai fait 2e du 1K des séries juste avant, donc peut-être l'édition d'avant du Pas mal. 3 millions d'events dont on parlait. Là, c'est Sympa. Sympa. pour 100K, je crois. On prend. Hein Il y avait tant que ça sur le Ouais, 1K? il était énorme. Parce que c'était Waouh. pendant le Covid. Bah non, Non, c'était bah non, c'est bien après. 2024. 2024 du coup. J'ai fait 2e et le premier avait dû prendre un peu plus de 200, je crois. Waouh. Waouh. Ok. Pas mal. Bon. On- Pierre Calamusa, On on est, en parle. on est sur des bonnes années. Bah oui, parce que tu avais déjà un pied dans le team. Bah ouais. C'est quoi ta rencontre avec Pierre? Ma rencontre avec Pierre, ça a été aux tables de Winamax. On se jouait très souvent sur notamment le regretté Mystery 250 de 18 ou 19 heures. En fait, c'est simple. À l'époque, ce tournoi, je sais plus, il commençait 18 ou 18h30. Et en fait, dans le lobby, c'était toujours un peu short s'il se lançait ou pas, parce qu'il fallait 4 joueurs. Ouais. Et dans les 4 joueurs, il y avait toujours moi et Pierre. Et du coup, des fois, il se lançait, des fois, il se lançait pas. Et du coup, on se jouait beaucoup. Et en fait, il m'a contacté en 2023, je crois, novembre 2023, en m'envoyant un message sur Instagram en me disant qu'il souhaiterait travailler avec moi pour progresser sur le niveau technique. Et à l'époque, j'étais un peu sur le cul parce que je me dis, c'est fou, quoi. Pierre Calamusa, membre du team Winamax, le côté reconnaissance, là, il était vraiment au maximum, quoi. C'était quelqu'un. Il était très direct, même le Ouais, reconnaissance. c'est quelqu'un vraiment que, voilà, comme je disais, moi, la team Winamax, ça a un peu jonché mon parcours de joueur professionnel de poker, et avoir quelqu'un qui me contacte comme Pierre, ça m'a fait prendre conscience que j'avais un petit peu changé de dimension, on va dire. Donc du coup, tu passes quoi? Tu le coaches? C'est sparring? C'est Un peu un mix des deux, mais peu ouais, on d'amitié se aussi. voyait toutes les 2 semaines, on va dire, en moyenne. Et donc pendant 1 ou 2 heures, où là, j'essayais de lui apporter mes connaissances. Et après, le gros du travail, c'était aussi qu'on avait un Discord où il me partageait toutes ses mains qui lui avaient posé problème, Tu et le je lui défonçais. répondais, voilà, je le défonçais. Exactement. Il est publié sur les Pierre. réseaux, c'était quand même très très drôle. Pierre, c'est nul. Ouais, c'est Pierre, c'est nul. Ouais. Et Il partait dans un c'est grand vrai truc et que- tout, et c'est vrai tu qu'en disais 4 mots. Non, Au début, c'était ça, et puis après, Pierre, il a en beaucoup, réalité, beaucoup ouais. progressé. Pierre, il parlait beaucoup de toi. Il dit d'ailleurs beaucoup que Oui. il parle beaucoup de l'impact que tu as eu dans son jeu. Et aujourd'hui, lui aussi, son jeu tu dois y être pour beaucoup, mais en tout cas, les meilleurs joueurs disent que le jeu de Pierre a beaucoup skyrocket évolué, lui ouais. aussi. Ouais. Ouais, en fait, moi, c'est comme je dis tout le temps. Alors déjà, c'est pas que via notre relation. Pierre, il s'est
on va dire qu'il s'est pris en main il y a 2 ans. Il a dit, OK, là, je vais mettre un énorme coup de collier. Il s'est entouré de moi, mais aussi d'autres personnes très compétentes. Et il a juste envoyé un énorme volume de travail hors table. Et c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, il a vraiment rattrapé un retard qu'il avait. En fait, il avait acquis ce retard parce qu'il a énormément travaillé pour la marque, pour Winamax pendant quelques années. Et en fait, il a mis un peu de côté son rôle de joueur pro au bénéfice de son rôle d'ambassadeur pour la marque. Il a vraiment fait ça très bien. Mais du coup, forcément, aujourd'hui, on est dans un environnement si compétitif qu'à partir du moment où tu en fais un peu moins pour progresser pendant quelques mois, quelques années, en fait, tu te fais rattraper très rapidement, quoi. Mais tu saurais dire ce que toi, tu lui as apporté qu'il n'aurait pas pu trouver seul? Qu'il aurait pas pu trouver seul, non, mais en fait, ça lui a fait juste gagner un énorme Il a fait gagner du temps, en fait. Voilà, il a gagné du temps parce que le travail, le travail de recherche qu'il aurait dû faire, par exemple, sur les solvers lui-même, moi, j'essayais de le faire en amont et de lui recracher ça sous 1 ou 2 heures, là où ça prend plus de temps de le faire par soi-même, quoi. Puis après, c'est un échange. J'imagine que lui aussi, peut-être, t'as apporté des choses, des avis sur lesquels t'étais pas forcément d'accord, mais qui t'ont fait réfléchir et qui ont pu t'aider. Complètement. T'as le droit de dire non. Non, complètement. Pierre, de toute façon, comme je disais, il avait développé un peu ce retard d'un point de vue purement technique. Par contre, il a des facettes de joueur de poker qui sont hyper intéressantes et qu'il a développé depuis peut-être 10-15 ans maintenant qu'il est pro. Il est beaucoup plus avancé que moi sur tout ce qui est les lifestyles, la connaissance justement de la population sur ces tournois en live. Et donc, ça, c'était aussi quelque chose dont je bénéficiais dans nos échanges. Puis il va pouvoir te coacher sur l'aspect ambassadeur. Ça, c'est intéressant aussi. Maintenant que tu es rentré dans le team. Et il le savait pas, hein, c'est marrant parce que jusqu'au bout, il n'était pas au courant. Il a appris en même temps que les autres. Tu lui as pas dit. Tu lui avais pas dit. Non. Ah là là, il a gardé le secret. Obligation de garder le secret. Tu t'es dit, sinon dès le début, je vais me faire taper sur le doigt par Steph, ça va être chiant. C'est pas bête de J'ai pas l'avoir envie, gardé. j'ai pas envie. Et qu'est-ce qu'il en a pensé le jour de l'annonce où t'intègres? Il m'a fait un beau message. J'étais vraiment touché en me remerciant parce que on avait décidé quelques mois avant d'arrêter un peu la collaboration comme ça parce que j'avais déjà plus le temps et en plus du coup au final c'était bien d'arrêter ça avant de rentrer dans la team Winamax parce qu'aujourd'hui j'aurais vraiment plus le temps du tout. Et il m'avait fait un très beau message en me remerciant et en me disant qu'il avait énormément appris tout ça. Et moi j'espère vraiment maintenant là pour les prochaines semaines, prochains mois que ça va bien se passer pour lui en live. Il le mérite vraiment parce que comme je disais, il a vraiment mis un gros coup de collier ces derniers temps et j'attends qu'une chose, c'est qu'il perf. Ouais, qu'il aille chercher un bracelet, qu'il aille chercher un titre qu'on a. Un petit bracelet. Ouais. Après, il fait un petit Vegas, c'est dur, quoi. Ouais, c'est vraiment le joueur que j'aimerais voir avoir du succès dans les prochains mois. C'était quoi les désaccords les plus fréquents entre vous? Tu te souviens de ça? Tu saurais le dire, ça? Ouais, je pense que. Alors j'en ai plusieurs. Non, c'est pas Sur forcément. la liste. C'est pas forcément des désaccords, c'est juste qu'on avait des visions différentes du fait de nos différences de génération en fait. Pierre, il a commencé, il crushait vraiment à une époque limite pré-solver, quoi, enfin début des solvers. Il dire préhistorique. Ça marche aussi. Non, pas à ce point-là. Pré-solver, en fait, pourquoi il crushait? Parce que c'était un mec qui avait compris que les gens ne se défendaient pas assez face à de l'agression. Tout le monde foldait trop, en fait. Du coup, il était connu pour ça, à monter des énormes stacks en début de day. Pourquoi? Parce qu'il roulait sur les mecs complètement, quoi. Et en fait, aujourd'hui, avec les solvers, le fait que les gens aient progressé, les gens foldent un petit peu moins. Et du coup, il fallait arriver à canaliser. C'est bien d'être agressif, c'est quelque chose qui est difficile à faire et à avoir en soi. Lui, il l'avait. Et du coup, moi, mon rôle, c'était un peu de canaliser ça et de dire, OK, ça va marcher la plupart du temps, mais face à certains profils qui sont très forts, il faut arriver à le faire intelligemment, quoi. Et moi, est-ce que, à la manière d'une entreprise, on dit souvent que faire un business avec un ami, c'est un risque, voire même une mauvaise idée. Est-ce que tu dirais que du coaching avec un bon ami, c'est plus compliqué ou au contraire, c'est un accélérateur? En fait, au départ qu'on a commencé ensemble avec Pierre, on se connaissait pas forcément. Pas vraiment amis. Et en fait, c'est vraiment notre relation de coaching au départ qui s'est développée de plus en plus en une relation de potes. Et c'est ce dont je suis aussi très heureux, c'est que on a arrêté cette relation de coaching, mais on avait développé une relation de potes entre temps, et ça ne demande qu'à se
continuer Hâte avec. de vous voir vous affronter sur une table. Maintenant, il faut que ça se concrétise avec un logo W sur le torse, quoi. Ouais. Ouais, bah là, ça y est. Voilà, imagine Dicassis Max, Pierre et Emilien en TF, TF. tous les deux. Ouais, Imagine, heads up, imagine, allons voir le heads heads up up. directement. Ah, et puis ce Dicassis Max, je crois que c'est son main event de l'année. c'est son main. Ouais, il l'aime bien, je crois. C'est son tournoi préféré. Je crois que sur les 2 dernières années, les 2 fois, il fait top 30, je crois, ou top 25 les 2 dernières années. Là. Ouais, l'année dernière, on a bien vibré. Ouais, je crois qu'il a même fait genre Top 17, 18. Ouais, mais C'était les peut-être places chiantes, quoi, comme Ouais. d'hab, c'est les places reloues. Les places quoi. de pierre. Ouais, mais Les places ça- de pisse. Ça va tourner, ça va tourner. On reparle des Ice un petit peu. On va parler de la structure Soon, au sein de laquelle tu as évolué. Tu évolues peut-être encore. Explique-nous déjà ta rencontre avec Fedor, comment ça s'est passé, puis explique-nous un petit peu ce que c'est que cette structure, parce que là, ça aussi, ça fait partie des choses dont tout le monde ne connaît pas tous les secrets. Alors, ma rencontre avec Fedor, ça a été par l'intermédiaire d'un tweet, en fait, tout simplement, parce que cette structure. Les réseaux sociaux, hein. Pierre, c'est Instagram, Fedor, c'est sur un Ouais, tweet, c'est fou. hein. Exactement. Parce que la structure Soon était déjà lancée à l'époque où je l'ai rejoint. Et en fait, Fedor avait vu que ça marchait plutôt bien avec son groupe qu'il avait à l'époque. Ils étaient 6, je crois. Et il cherchait à inclure des nouveaux profils à l'équipe. Donc moi, j'ai postulé. Je suis passé par un process de recrutement Casting, ok. assez gros, je pense, parce qu'il y avait, j'imagine que ça avait intéressé beaucoup de gens à l'époque. Et au final, j'ai rejoint en début 2023. C'est quoi le process? C'est tu envoies tes courbes, tu C'est un ça, petite t'envoies. lettre de motive, entretien. Exactement. J'ai eu à faire ça, envoyer un dossier. Moi, je l'avais fait sous forme de vidéo. C'est d'ailleurs ce qu'il m'avait dit que c'est ce qui m'avait un peu détaché du reste. C'est que j'avais vraiment travaillé la présentation. Ok. Ensuite, j'ai eu un premier entretien avec le coach technique, on va dire. Et dernier entretien avec Fedor. Mais quand j'ai eu l'entretien avec Fedor, je savais plus ou moins que c'était bon, quoi. Donc j'ai rejoint en début 2023 et depuis, donc j'ai rejoint des joueurs qui sont assez connus sur la scène Ice à l'heure actuelle. Samuel Moulour, qui a performé pas mal sur Ouais. les Tritons. Bernard Binder, qui a gagné le Bahamas et un Triton Il a battu dernièrement. Jean-Noël. Ouais. Ouais, qui a battu Salaud. Jean-Noël Salaud. en heads-up. Et Tom Fuchs aussi, qui est un autre régulier. Donc Bien sûr. on est, voilà, je cite les plus connus. Il y a aussi Dan Piparone, qui a gagné qui a gagné un 5 millions. Ah ouais. Non, 3 millions. Non, 5 Non, le 5 millions, le il a dernier, gagné c'est le le dernier Ouais, c'était 5 en millions. janvier. Ouais. C'était en janvier. Ouais. Ah, il est dans Soon. Oui, Ouais. aussi. Waouh, bah il était un peu au-dessus. Ça Bon, s'explique. clairement. hein. Tout ça s'explique. Ok, tout. Donc voilà, et donc ça faisait 2 ans et demi qu'on a travaillé beaucoup ensemble, et c'est pour ça que directement quand tu m'as demandé ce qui m'avait manqué au début de ma carrière, c'est vraiment en ayant rejoint ce groupe que je me suis rendu compte que si tu t'entourais correctement, en fait, tu décuples ta progression fois 1000, quoi. C'est quoi alors? C'est une structure dans laquelle tu vas avoir un système de coaching for profit? Oui, c'était ça. En fait, c'était un coaching sur profit sur un certain nombre de profils. Et depuis, on a tous plus ou moins validé le contrat. Et maintenant, c'est juste un groupe de travail, en fait, maintenant, concrètement. Et donc. Et comment ça s'organise le groupe de travail? C'est des échanges. Est-ce que par exemple, je sais plus si c'est Pierre qui m'avait parlé de ça, mais est-ce que par exemple vous préparez entre guillemets des thématiques, vous agrégez un petit peu de la data dans une présentation de 1 heure qui va faire économiser un peu 5 heures à tous les autres, et puis ça tourne, chacun fait un peu comme ça? Exactement. En fait, comme on pouvait le voir avec Pierre, quand je disais, lui, il aurait passé peut-être 10 heures à étudier un concept que moi, j'essayais de lui apprendre en 1 ou 2 heures. En fait, c'est ça au quotidien. Ce qu'on faisait avec Soon, c'est que tu as quelqu'un qui est responsable d'une semaine, par exemple, où il doit, pendant une semaine, présenter peut-être 3 sujets. Il va peut-être faire 20-30 heures de travail pour D'accord. créer un contenu de qualité. Et derrière, en une session de 2 heures, tu as tout appris ce que lui avait eu pendant ses recherches de 30 heures. Ça, tu parlais de structuration avec la classe prépa, j'imagine que ça aussi, ça aide beaucoup pour ton futur travail personnel, etc. Ouais. Ok, et c'était en termes de quotidien, c'était quoi la routine, vos rendez-vous hebdomadaires? C'était tous les jours, vous aviez un point ou... C'est plus ou moins ça, ouais. C'est Tous les jours. Ouais, honnêtement, c'est au moins 2 ou 3 fois par semaine, quoi. Que tu as un sujet spécifique qui va être traité par quelqu'un. Tu peux décider d'assister à la session ou pas, Ok. parce que de toute façon, tu peux pas être disponible à 100% pendant une semaine, quoi. Et c'était surtout en début d'après-midi, parce que le soir, le but, comme on disait tout à l'heure, c'est d'envoyer du volume online et d'engranger des
De la data. de la data Pour le labo. pour ça. Ouais. On a Exactement. compris. Mhm. Et puis derrière, du coup, on te met sur les high stakes. Comment ça se passe en Ouais. fait, cette transition? Parce que mine de rien, Bah, du coup, il y a vraiment eu 2 énormes impacts au fait de rentrer dans une structure comme ça. Le premier, ça a été d'un point de vue juste progression personnelle. Le deuxième, le plus évident, c'est d'un point de vue pratique. En fait, quand tu as accès à une structure comme ça, tu as accès à des fonds qui sont quasiment illimités. Et du coup, ça va aider pour avoir du stacking sur les tournois les plus chers. À Mhm. partir du moment où Fedor a estimé qu'on était prêt pour aller jouer les Tritons, il nous a stacké sur ces tournois-là. Et c'est aussi ce qui a aidé moi à ma visibilité parce que certes, j'avais eu des grosses performances online qui permettaient d'avoir acquis la confiance de quelqu'un pour aller jouer ce tournoi-là, mais tout le monde n'a pas accès à des deals de stacking comme ça et c'est aussi ce qui faut pas l'oublier quoi. Que si j'ai la chance de jouer ces tournois-là, c'est parce que j'ai quelqu'un qui me fait confiance. Quoi. alors justement, à partir de quel niveau est-ce que le staking devient un peu indispensable? J'ai l'impression que c'est. Tu dirais que pour les Tritons, c'est indispensable Oui, clairement. pour un joueur professionnel Clairement. de ta carrière, quoi, de ton. Parce qu'il y a quand même des professionnels qui jouent à leur action à 100%, mais ils sont portion congrue, quoi. Ouais, voilà. Peut-être Tu les comptes sur les doigts je d'une pense main. Vraiment, que 99% des gens ont Ouais. au moins un stacking ou des ventes de leurs actions parce que c'est des tournois qui sont juste infiniment chers. Quoi. Ouais. C'est quasiment impossible d'avoir la bankroll La requise. bankroll pour la variance que ça représente, effectivement. Bon, en Le tout cas, peu, c'est- le peu de réguliers, de joueurs professionnels qui vont jouer 100% de leur action sur ces tournois-là, c'est des gens qui ont monté énormément d'argent au poker, mais pas que. Parce que je pense que même Mhm. tu as pu avoir monté autant d'argent que tu veux au poker, je pense que tu n'auras même pas la bankroll pour jouer les tournois les plus chers des Tritons. Il faut aussi avoir investi correctement à côté, être arrivé au bon moment en crypto, par c'est exemple. les crypto whales, Voilà. c'est un peu de ce dont parlait Ben Shallow. Il disait que C'est ça, ouais. les seuls joueurs des Bah, Tritons c'est les gens qui ont connu des bumps gigantesques Voilà, c'est Ouais. ça. au bon moment en crypto et aujourd'hui. Il y avait déjà une roll énorme et qui ont fait Voilà. x10. Bon, donc véritable incubateur pour toi, cette structure. Bon, on a quand même encore pas mal de questions sur le business des high stakes, même si on sait que c'est un circuit qui est un petit peu fermé. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le make-up. Donc, juste pour faire la différence, et encore une fois, c'est toi qui vas me corriger. Hein, donc, il y a le markup. Le markup, ça consiste en fait à vendre son action à la vendre un petit peu plus cher que ce qu'on va rendre. Donc, typiquement, du 1.1, c'est tu me donnes 11 000 pour que je joue un tournoi à 10 000, et puis tu vas récupérer ce que je vais gagner, mais je vais garder le point 1. Le make-up, en revanche, c'est autre chose. Le make-up, c'est en gros, je vais m'engager dans un deal de staking avec toi, mais finalement, ce que tu vas perdre sur le staking au début, je devrais le rembourser sur mes perfs futurs des staking. Ça, qu'est-ce que tu en penses du make-up? Parce que on peut se retrouver dans des situations avec des joueurs qui sont en make-up, qui finalement peuvent gagner un tournoi demain, un tournoi énorme au Triton, et ne faire que rembourser leur dette, entre guillemets. Alors que moi, à mon époque, j'aime bien faire le dinosaure préhistorique, comme tu dis, le make-up n'existait hyper pas, il y fun. avait que du staking, et le Ouais. staking, c'était l'investisseur qui perdait son investissement si ça se passait pas bien pour toi. Là, aujourd'hui, on est dans... Voilà. Bah, tu vois, moi, pour te dire, parce que c'est pas une question. Moi, je ne connaissais même pas le make-up. tu vois. Après, je pense que ça arrive à des strates. T'as quelle vision de mais ça? Parce que c'est... particulier, ouais. Bah moi, c'est un peu dur de donner un avis déjà parce que j'ai jamais été dans ce genre de deal. Moi, j'ai toujours eu un deal standard comme je te disais, de vendre des actions, ouais. quoi, comme tu expliquais. J'ai l'impression que c'est quand même quasiment tout le temps une mauvaise idée, ces deals de make-up, parce que à partir du moment où ça se passe mal au début, en fait, tu peux te retrouver dans des situations un peu dramatiques où tu dois jouer quasiment uniquement pour ton investisseur. Et en fait, du coup, tu n'as plus aucun intérêt à jouer de toi-même parce que tu vas payer des frais, par exemple, pour aller à un festival sur lequel tu vas juste jouer 100% de l'action pour un autre gars. Donc ouais, je suis pas du tout un expert. J'ai jamais monté des deals comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est une mauvaise idée tout le temps. Quoi. Ok, j'aime bien. Et puis Fedor nous a dit que c'était quasiment toujours une mauvaise idée. Donc Si Fedor le dit, très clairement, Mais justement, faites attention. mais j'ai une partez question pas- par rapport. J'ai l'impression que Fedor, il fait partie de ces personnages du poker. Tu sais, qui ont une aura particulière. Je Ouais. sais pas quoi. Tu sais, c'est un. Bah, tu peux nous en parler d'ailleurs. oui, C'est c'est un, vrai. c'est un être un peu illuminé, j'ai l'impression. Est-ce Mm. qu'aujourd'hui, parce que du coup, Fedor, on va dire son prime, c'est plutôt il y a 7, 7-8 ans. Ouais, Enfin, 7, où- 8 Ouais, ans, 10 ans. ouais, disons, où il était vraiment l'ogre online que tout le monde connaissait. Il y a l'année où c'est son pseudo, je crois. Son pseudo, c'est Chronop Guy. Chronop Guy. Ah oui, non, Alors, je mais sais pas. c'était genre, il y avait sur un autre site, je crois, 1 million please ou un truc du genre. Enfin, Ah, en gros, il fait une année comme ça où effectivement il remporte son premier million. Et le truc, c'est que dans les 2 années qui suivent, il rase Il en prend 15 fois. Mais, tout, quoi. il en prend c'est 15, mais du coup, exceptionnel. aujourd'hui,
c'est devenu un très bon joueur de poker parce que ça l'a toujours été et ça le reste, et chef d'entreprise parce que du coup c'est lui qui est à la tête de Soon, ou est-ce que c'est encore aujourd'hui il est partie prenante justement des coachings, de progression, ou est-ce qu'aujourd'hui il est juste il joue au poker parce que il est bon, il aime ça, il a de l'argent, ou est-ce qu'il est encore dans une démarche de moi je veux toujours continuer à être le meilleur des meilleurs quoi. Ah, il est plus du tout dans cette démarche-là. Il a des projets quand même bien plus annexes au poker de plus en plus. Après, je pense que sa vision du truc, c'est qu'il a envie de continuer à jouer les tournois les plus prestigieux et d'être pas trop décroché, quoi, un minimum. Donc, il essaye de participer activement Oui, ok. à certaines discussions qu'on peut avoir, par exemple sur le Discord ou quoi, mais il va jamais être là à être actif dans les sessions dont je parlais où quelqu'un présente un sujet. Il assiste jamais à ces sessions-là parce qu'il a juste mieux à faire de son temps, selon lui. Aujourd'hui, en fait, de plus en plus, il se retire un peu de cette scène poker en tant que joueur professionnel, et parce qu'il est en train de développer des activités beaucoup plus entrepreneuriales en annexe, quoi. Ok. C'est quoi la bankroll de Fedor? Non, Ouais, je j'en plaisante, je plaisante. On lui demandera si on le croise un jour. Non, mais, Attends, mais- non, mais comment toi tu le qualifies en tant qu'humain est-ce que c'est quelqu'un, tu penses, de très inspirant? Est-ce qu'il a des défauts? Est-ce qu'il sent des pieds? Il y a un moment, Fedor, effectivement, on le voit vraiment comme le mec parfait, quoi. Inspirant, tout Je simplement. voulais dire, ouais, ils sont des pieds. J'étais là, yes, on a un truc de ouf, là. Non, juste c'est une énorme source d'inspiration parce que il a crush le poker très jeune, et pendant assez longues années quand même. Donc il est resté au top un peu sur la longévité quand même. Donc ce côté-là, moi je dis toujours un joueur de poker, tu le juges faut le juger sur genre 10-15 ans, quoi. Voir ce qu'il a fait dans sa carrière parce que tu peux avoir des runs énormes. Federer, il en fait partie d'ailleurs des mecs qui ont vraiment Bien bien sûr. run pendant genre 2 ans. Mais après, est-ce que tu arrives à te maintenir sur le long terme? C'est différent, quoi. Et donc il y a ce côté avoir performé dans le poker, et maintenant il est vraiment aussi il a du succès dans toutes ses activités entrepreneuriales, donc c'est aussi un modèle d'avoir su se réinventer par la suite, et ouais. Ok. Et à force de fréquenter les high stakes, là, de jouer des tournois à 100 000 et plus, euh, quelle est ta notion à l'argent? Est-ce que quand on fréquente comme tu disais tout à l'heure avec les points, est-ce qu'on perd forcément un peu pied? Et du coup, je veux dire, une dépense aujourd'hui, tu arrives à distinguer c'est con comme question, mais en vrai, c'est vrai, un truc où c'est un peu du scam, c'est un peu cher, tu vois. Tu vas dans un resto et en fait, le plat, il est à 35, alors que dans cet endroit-là, il devrait pas être à 35. Tu t'en rends compte encore? Comment tu arrives à garder ce pied sur terre? Juste ce pied sur terre. Ce pied, Juste un. celui-là. C'est intéressant, et c'est un truc qui est quand même difficile quand tu commences à jouer très cher, que ce soit online ou en live, parce que bah, si tu mets genre 1000 euros au quotidien dans peut-être 10 tournois, Ouais. que tu fais des sessions énormes, que ce soit online, que tu joues des tournois à 20 000 dollars en live, bah forcément, après, tu as l'impression que tout est pas cher, en fait. Ouais. Donc, il faut faire très attention à ça. Forcément, tu te fais forcément prendre dans quelques pièges au début, mais après, tu essayes d'apprendre de tes erreurs. Et moi, j'ai la chance d'être bien entouré. Justement, dès que tu sens que tu commences à te perdre pied, tu as toujours quelqu'un qui va te remettre les idées en place. Ça a pu être Fedor aussi. C'est cool on a eu des discussions assez souvent sur l'argent, comment le gérer. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir son éclairage là-dessus. Et puis j'ai aussi ma femme qui, si je dis n'importe J'allais quoi, venir là-dessus. Ouais, c'est ça. Ta femme, ça doit être un équilibre parce que c'est en réalité pas si courant que ça d'avoir des jeunes joueurs à la progression fulgurante qui ont eu le temps de se marier. C'est vrai. Non, c'est vrai, faut le dire. Ouais, c'est C'est important, ça, j'imagine, un équilibre très important pour toi. surtout qu'en fait, on est ensemble depuis avant le poker. Donc on a le même background, on a tout connu ensemble, on va dire, les différents échelons de la progression dans le poker. Et donc elle m'aide vraiment à garder les pieds sur terre vis-à-vis de ce genre de choses. Ok, bon, on a encore quelques questions sur la high roller. J'avoue on est très curieux sur la high roller, mais ouais, et oui, il faut pas qu'on tarde trop parce que on pourrait faire 5 heures avec Emilien. Mais quand est-ce que tu as senti pour la première fois que le niveau des tournois que tu jouais, ça y est, t'étais dans les hautes sphères? Ton premier triton? Peut-être même déjà dès les Bahamas 2023, parce que les WSOPA Bahamas, c'est quand même des tournois assez chers. Ils essayent vraiment de
faire un peu un festival, à C'est tourner le... bien sur les high stakes. Ouais, c'est ça. C'est le WSOP plus en termes de buy-in, là où WSOP Ça. Europe, c'est le WSOP moins. C'est ce qu'il C'est explique ça. un peu Greg Chauchon, Ouais. effectivement. D'ailleurs, ça leur a été pas mal reproché, je crois, pour cette année, parce que le programme, c'était vraiment hyper axé sur les high stakes. C'était un partenariat avec les Tridons, donc c'est normal. Mhm. Et il y avait quasiment rien si tu venais pour jouer, par exemple, juste le main et que tu voulais jouer des Ah, 2K, 5K, Si c'était tu plus compliqué. avais pris un package pour Ouais. un joueur qui joue soit très peu cher, soit même totalement amateur, tu prenais ton package, tu bustais D1, Tu rentrais vite. bah tu rentrais quoi. Ouais. Tu rentrais. Parce qu'en Fallait plus, pas rester. en plus, les Bahamas, c'est excessivement cher sur place. Ouais. Donc c'est vrai qu'au-delà des tournois, c'est vrai que tu pouvais à peine rester en vacances, quoi, tellement c'est cher. T'as des noms là comme ça à nous donner qui t'auraient impressionné un peu à la table? Bah, déjà, c'est qui pour toi le meilleur joueur du monde actuellement? Ça, c'est une question qui est dure à répondre parce que je dirais plutôt qu'il y a un groupe de 15-20 joueurs peut-être. 15-20, ça va faire beaucoup. Sur lequel c'est quasiment impossible de discerner ça en termes Ah ouais, de ok. niveau réel. Parce que Celui qui t'impressionne le plus et tu peux mettre du run dedans. Tu vois, de dire celui qui est vraiment le joueur en ce moment, t'as pas envie de l'avoir arrivé à ta gauche, quoi. Et je vais en citer 3. Adrian, très clairement, pour tout ce qu'il a accompli. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Ponakov aussi, Ouais. qui a bien Bon, performé dernièrement, Mais il est souvent cité, très souvent cité maintenant quand qui a même. mis beaucoup de temps à performer en live quand même, mais là depuis Qui est en train de quelques tout mois, raser, là. ça arrive assez vite. Et il y a aussi Mathias Heibinger, qui était un peu le pendant de Fedor, tous les deux autrichiens, tous les deux à peu Mhm. près le même âge, et qui lui a juste continué à être dans cette démarche de performance et beaucoup plus axé sur le poker que Fedor ne l'a fait sur le long terme, et qui a toujours des résultats incroyables. Ça doit être un des mecs qui a le plus de tritons, je pense, à l'heure actuelle. Ouais. Donc voilà, je dirais ces trois-là, mais Possible. j'aurais Ouais. pu citer des Américains, Jason Kuhn, j'aurais pu citer Joao, j'aurais pu citer... Il y a vraiment genre une quinzaine de joueurs Mosbok, qui se... Mosbok, Mullur. Isaac. Oui, Ike Axton, clairement, en fait partie. Ouais. Voilà. Et humainement, Il est encore top, Isaac Axton. bah, Il est encore parmi les. Ouais. Ok. Ouais, ça fait partie des meilleurs Américains, je pense. ah, mais je crois Si- qu'Axton, oui, mais sauf qu'en fait, c'est ce dont parlait Ben Chalo, c'est qu'Axton, il perd sur les tritons. Ça qui est fou. Tellement la variance est folle en fait sur ce circuit. Ouais, en fait, le problème, c'est aussi si ça. Parce que lui, il joue. Et puis en plus, les Américains, ils sont hyper agressifs avec tous les re-entry, etc. Ils s'en foutent, ils re-entry tout et n'importe quoi tout le temps. Et en fait, si ça se passe mal sur le très haut de buy-in, on va dire les 100K plus, Ah, c'est mort. en fait, même si ça se passe bien sur les 25, 50, tu vas pas En trop fait, compenser. Quoi. il faut gagner un tournoi. Ouais. Quoi. Ouais, c'est ça. Pour être break-even, il faut gagner un tournoi. Quoi. Ouais. Humainement, une grosse rencontre. Humainement, sur ce circuit. Quelqu'un Euh, avec qui ça a matché. Ça matchait directement. Martin Cabrel. Il y en a beaucoup. Moi, j'avais beaucoup aimé Mustapha. On s'est rencontrés pour la première fois il y a 6 mois, donc j'étais pas Ok. du tout en contact avec Wina. Et ouais, ça s'était très bien passé avec Mustapha. Et puis après, petite croustillade pour ma part, Jean-Noël Torel. Mhm. Dis-nous ton avis sur ce joueur qui nous régale en tant qu'observateur du poker français à 78 ans et extraordinaire. C'est incroyable ce qu'il fait, tout simplement. Je trouve ça fou qu'il arrive encore à perfer sur des tournois aussi prestigieux que le 25K dont on parlait juste avant, aux Bahamas. Sur des jours et des jours de tournoi, 12 heures à table, Ouais. puis on en parlait de l'énergie, lui qui voit mal maintenant, c'est complètement fou. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Quel est son et c'est- secret? Dis-nous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, le secret numéro 1, je pense, c'est juste beaucoup de variance, on va pas se mentir. D'accord. Beaucoup de réussite, mais c'est contraire de ce qu'on pourrait penser, c'est quelqu'un qui comprend quand même bien le jeu, qui est assez compétent. Bien sûr, ça reste un joueur récréatif, c'est pas un joueur qui est censé gagner de l'argent sur le long terme, mais il se débrouille plutôt bien par rapport à d'autres joueurs récréatifs. Et puis il a un style de jeu bien atypique qui le rend difficile à jouer aussi, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Quoi. Pour vous, pas pour lui. Ouais. Pour lui, Disons que tout ce qui est ICM, tout ça, c'est pas le problème de Ouais. l'UNT. Exactement. C'est un peu moins son problème. c'est son meilleur ami, l'ICM, il en a pas grand chose à faire. Bon, maintenant que tu te retrouves dans la même équipe que certains de tes adversaires, justement, tu citais Adrian, Joao, Mustapha, que tu affrontes pour Adrian et Joao pour des centaines de milliers de dollars. Est-ce que ça te rajoute un petit kiff supplémentaire de te dire je vais batailler à la table avec un petit sourire en coin contre eux, sachant qu'on les voit ne pas se faire de cadeaux? Ouais, clairement, et puis ça ajoute aussi un petit peu de pression, quoi. Le fait de maintenant je suis à table avec mes coéquipiers, j'ai envie de montrer que je suis là pour me battre aussi, comme je disais.
Et après, j'ai hâte aussi comme la semaine prochaine, par exemple, pendant le séminaire, j'ai hâte d'échanger avec eux, Ouais. voir ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Ils ont énormément de choses à m'apporter, ça c'est sûr. J'espère aussi avoir quelques petits trucs à discuter avec eux. Donc, C'est ce que nous a dit Harper. Il nous a dit que déjà depuis ton le chan technique du team, ça réveillé. faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi actif que depuis ton arrivée, parce que vous vous envoyez des grands hachages dans la figure et ça discute et tout. C'est cool. Tu as commencé un petit peu à bosser avec eux. Tu as pris contact en dehors de ces canaux un peu traditionnels du team pour peut-être avoir des trucs de travail un peu plus approfondis ou... Je pense que ce sera surtout à partir de la semaine prochaine, donc, le fait d'avoir une vraie rencontre en mode team pour la première fois. Au travers le séminaire, ça va beaucoup aider. Je sais qu'on va avoir des sujets techniques. Tous les après-midi sont organisés de manière qu'il y ait différentes sessions qui soient organisées. Je vais être responsable d'une d'entre elles où je vais devoir présenter un sujet technique. Grosse responsabilité pour un premier séminaire. Hein. Ouais. En anglais? Ouais, j'imagine. Traduis un peu pour Bruno. Traduis pour Bruno, parce que Bruno, à chaque fois que c'est en anglais, il en a marre au bout d'un moment. Il va te répondre en français à nos bruits, mais ça, c'est pas. Il va dire, mais je m'en bats les couilles de ton truc là, qu'est-ce que tu me. Non, évidemment, Bruno, il est très très friand de ce séminaire et c'est. On l'a joué hier d'ailleurs. Et bah ouais, c'était une des Ouais. premières fois que je le jouais en ligne sur Winamax. J'imagine qu'il doit jouer juste quelques séries. Il joue beaucoup les séries. Il était à table. Ouais, mais je crois qu'il a très fin de poker en ce moment, Bruno. Et, il était à Prague, il était là, il était présent de SOP. Sans doute un bon invité pour un système de poker. Je pense que Monte Carlo, il sera là aussi, j'imagine, nos bruits. Chez lui, le PT Monte Carlo. Ok, bah écoute, on est pas mal. Pour conclure un petit peu, Emilien, on va te faire quelques questions un peu rapides, pas les plus faciles pour autant, alors accroche-toi. Si tu devais donner un seul conseil, un joueur qui gagne les petites limites et qui Dessert ou fromage, qui veut franchir un cap. non, un seul conseil à donner, un joueur qui veut franchir un cap dans sa progression, qui s'inspirerait d'un modèle comme le tien, qu'est-ce que ce serait ce conseil pour bien commencer, on va dire? Entoure-toi de personnes qui partagent à peu près la même vision des choses que toi sur le long terme. Si tu as envie de progresser dans le poker, entoure-toi et envoie du volume. Et voilà. La plus grosse erreur que font les joueurs qui veulent progresser vite? Et ben, je dirais, bon, c'est pas une erreur que tout le monde doit faire, mais privilégier le travail en dehors du technique au travail technique. On a parlé par exemple de travail mental, d'optimisation de la performance via l'alimentation, le sport, etc. C'est important à un certain niveau, mais au début, tu peux tellement progresser à utiliser 1 heure de ton temps à faire une review avec un groupe de travail, ça va t'aider beaucoup plus que si tu avais passé 1 heure à faire de la méditation, par exemple. Ok, toi tu ne dirais pas que jouer, par exemple, s'envoyer des 12 heures de session 6 jours par semaine, c'est trop, et qu'il y a un moment où si tu veux vraiment progresser, il faut aussi un peu cool down? Il y a un juste milieu, mais le volume, c'est pas quelque chose qui te fait peur, quoi. Dans l'idée, ça peut quand même être aussi, après, c'est aussi trop. En fait, il faut aussi trouver sa méthode, quoi. Exactement. Après, évidemment, il y a des choses qu'on sait qu'il ne faut pas faire. Par exemple, jouer un jour. Multitabling aussi. Genre jouer 1 jour par semaine, on sait que ça va pas être assez. Et peut-être que pour certains, jouer 5, ça va être trop. Ouais, mais ton avis sur le multitabling, peut-être ça peut être aussi intéressant. Est-ce que quand on joue trop de tables, on perd sa capacité à progresser? Après, ça, c'est des conseils que je donne aussi, c'est parce que c'est ma personnalité à moi. Peut-être que ça matche pas tout le monde. Mais en tout cas, non, j'ai pas peur du volume. Et tu parles du multitabling. Bah, bien sûr, il faut arriver à pas faire un multitabling énorme qui te permette de... Si tu joues trop de tables et que tu n'es pas focus sur ce que tu fais et que tu rentres dans un mode pilote automatique, bah, en fait, ça va pas te servir à acquérir des datas pour les travailler plus tard, parce qu'en fait, tu auras joué ces mains-là de manière ultra automatique et tu vas même plus te souvenir à la fin de la session des mains qui t'ont posé problème. Donc en fait, il faut arriver à trouver le juste milieu entre volume, mais volume intelligent qui te permet de garder en mémoire tout ce que tu as fait et de voir où sont tes défauts, quoi. Et juste pour rebondir là-dessus, pour moi, c'est très important parce que la plupart des joueurs qui ont eu la progression la plus fulgurante, c'est des mecs qui ont envoyé un volume énorme. Je pense par exemple à quelqu'un comme Thomas Santerne, qui jouait genre peut-être 15-20 tables à l'époque en même temps. Et en fait, bah, c'est ce fait d'avoir acquis tout ce volume-là qui a fait qu'il a progressé très vite. Je suis curieux de savoir si c'est encore le cas pour Inos. Il n'y a pas longtemps, il jouait encore des séries à 5 €, alors qu'en parallèle, il avait... Non. Il avait gagné le high roller à Paris de l'EPT là. Ouais. C'était un 50 000, premier ou deuxième, je sais plus. Et il avait lancé dans les séries d'après un 5 €. Ah non, le gars, 5 € heads up.
Ah, et voilà, Le gars veut. Ouais, Quand non, même. mais arrête, c'est Quand pire, même. c'est Pour le limite kiff, encore quoi. pire. il est fou. Ok. Il est complètement fou. Et puis enfin, parce qu'on parle d'hyper champions, et Harper parlait d'Adrian, de Joao, pour dire que si c'était pas dans le poker, il serait des hyper champions dans un autre domaine. Toi, si demain le poker n'existait plus, tu ferais quoi à la place? Ah, Ça, c'est dur. le meilleur contrôleur de gestion du monde. Non, je pense pas que je pourrais retourner dans un travail salarié, on va dire. Je sais pas. Honnêtement, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Bah, il faut peut-être que tu y penses. Faut que j'y pense pour dans Parce 5 que le ans. team Winamax, c'est fini. Non, j'espère quand même accomplir encore des choses dans le poker sur le moyen long terme, donc au moins 5 ans, quoi. Mais après, c'est sûr que c'est quelque chose auquel il faudra que je réfléchisse par la suite. Et peut-être quelque chose dans le monde de l'investissement ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout encore clair pour moi. Et il y a un truc qui est super intéressant dans ce que tu disais, je rebondis dessus, dans le truc des super champions, que c'est Stéphane qui disait ça, qu'ils auraient été pro de C'était Harper. Ouais. Et en gros, Et- c'est Harper qui disait s'il n'avait pas été pro de poker, il aura forcément été pro d'autre chose. Ouais, et bah ça, c'est la théorie de Fedor. Fedor, il nous dit tout le temps que lui, le genre de profil qu'il aime trop rechercher pour s'entourer, c'est des mecs qui auraient pu être professionnels dans un sport quand ils étaient jeunes. Parce qu'en général, il estime qu'ils ont développé des compétences qui leur permettront de souvent réussir dans à peu près n'importe quel champ d'action, quoi. Bon, bah, Et est-ce que tu considères avoir ce profil? Comme on en parlait hier, Oui. j'étais loin d'être pro au foot. Non, mais sur autre chose. Et est-ce que tu penses avoir, soit par l'aspect compétitif, soit par ta rigueur de travail, soit par une capacité mentale hors norme, je sais pas, est-ce que tu estimes avoir ce profil de quoi qu'il se passe, tu peux performer, peu importe ce petit truc en plus. ce petit truc en plus, voilà. Mais peu importe dans quoi tu vas entreprendre. Je sais pas parce que j'ai jamais atteint un niveau comme celui que j'ai atteint au poker dans un autre domaine, donc je dirais plutôt que non. Mais après, j'ai toujours eu des facilités quand même à l'école ou quoi. Voilà, et je par pense exemple. que ça aide. Non, mais parce qu'il y a le poker aussi là-dedans. Il y a la composante du poker qui est ce jeu qui permet de faire ça aussi, ce qui n'est pas le cas de tous les sports, ce qui n'est pas le cas. Il y a les échecs, par exemple, tu te réveilles à 12 ans avec une passion pour les échecs, tu pourras jamais être un immense champion d'échecs parce que voilà. C'est trop tard déjà. C'est 12 ans déjà trop C'est tard. déjà trop tard à 12 ans. 12 ans, alors c'est déjà que trop tard. Dans le poker, déjà à 12 ans, t'es pas censé jouer, mais c'est surtout que voilà, tu les gravis toi-même les marches et en t'entourant bien et en travaillant bien, tu peux finir invité à Sit and Talk. Et ça, c'est quand même un véritable. Est-ce que c'est pas aujourd'hui le plus bel accomplissement pour Emilien? Franchement, si, c'est très bien. Je crois que Moi, là, ça me- c'est moi, bon, ça on me peut- paraît bien. On peut résilier le contrat maintenant que c'est fait. Hier Top of the Poke, aujourd'hui Sit and Talk, c'est bon, on peut lui payer le contrat, c'est parti, c'est fini. Allez, c'est Merci beaucoup, en tout cas, Emilien, de nous avoir confié tout ça. J'espère qu'on te réinvitera dans 1 an, dans 2 ans, pour que tu nous parles de tes accomplissements, parce que c'est vrai que c'était un peu une introduction, un préambule, une présentation finalement de toi, nouveau Team Pro, que on est ravis d'accueillir au sein du team. Mais écoute, c'était surtout l'occasion de discuter, et je pense que tu as beaucoup de choses à raconter encore sur le milieu, les sphères dans lesquelles tu évolues, que nous, on ne regarde que d'en bas. C'est derrière les nuages, c'est magnifique, et on espère que tu vas continuer de grimper. Bah ouais, nous on les voit avec nos yeux de passionnés d'observateurs, et ça se trouve, tu reviendras dans un an et demi si l'émission continue, parce que tu vas avoir gagné 4 tritons d'ici là. Indicacisme, enfin voilà, Ou le main. ou le main. Et Finalement, j'aurais dû le jouer, le main. C'est pour Pierre. c'est pour Pierre, on le laisse à Pierre, mais il y a un monde où ça se trouve où tu vas revenir, et on l'espère, après une magnifique année de Team Pro Wina, et on te souhaite en vrai le meilleur. Et du coup, on est juste venu compléter le bel entretien que tu as fait avec Victor de la rédac il y a 1 an. Donc on espère que les gens seront contents de te découvrir, Puis bienvenue, et t'encourageons. bienvenue dans le team. Et bienvenue Merci dans le team. beaucoup, c'était très agréable d'échanger avec vous et hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Bah, nous aussi. Allez, ciao tout le monde, et rendez-vous pour le prochain Sit and Talk, c'est dans 1 mois. Ciao les gars. Sit.